Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 15 septembre. Au sommaire, aujourd'hui, on donne la parole à la clinique de Genelier qui compte parmi les plus grandes cliniques privées de Suisse et qui célèbre cette année son 50e anniversaire. On souffle les bougies en plateau avec Aurélie Menet, directrice opérationnelle qui est en coulisses en ce moment. Bonjour Aurélie, bienvenue sur ce plateau. Nous recevrons également Living Guignon et son éditrice Mandy Bronzil. Bonjour Mandy, bienvenue sur ce plateau également. Avec vous, on reviendra notamment sur le décès de la reine Elisabeth II. Quel impact a eu ce décès, notamment pour les anglophones nyonnais? On en parlera justement d'ici quelques instants. À noter que la maison du dessin de presse à Morges a prolongé son exposition au sujet de Sa Majesté. On passera ensuite au sport. C'est la rentrée également pour les handballeurs nyonnais. Avec nous également, pressenti pour cette saison et une montée en LNB, le HBC Nyon et le TCGG qui reviennent sur leur premier match, même s'ils ont raté le coche. On parlera notamment des objectifs de cette saison avec nos deux invités, le coach Soutarshan Varatarajou, accompagné du joueur Maxime Terrier. Bonjour à vous deux également, merci d'être avec nous. Enfin, en culture, direction le cirque CNI qui a commencé sa tournée et qui est de passage à Nyon. Vous avez peut-être remarqué, le chapiteau est en construction sur le parking Pertan et c'est toi qui nous emmène sur place, Alexandre. Bonjour. Salut Andrea, un magnifique rayon de soleil au moment où tu as pris la parole pour lancer cette quotidienne, c'est juste parfait. Alors oui, tu disais effectivement les montages vont bon train, même le chapiteau il est quasiment monté ici, le chapiteau de ce cirque CNI à la place Pertan à Nyon avant les représentations des 17 et 18 septembre. C'est le grand retour du cirque CNI à Nyon. Alors du coup, je vais vous faire un petit tour des coulisses en extérieur et en intérieur pour savoir mais qu'est-ce que ça demande comme logistique en fait à monter un chapiteau comme ça et quelle équipe ça demande pour aller de ville en ville. Réponse tout à l'heure. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Et on commence ce plateau avec vous Aurélie Menet. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes la directrice opérationnelle de la clinique de la Genelier, j'y arrive, la clinique de Genelier qui célèbre son 50e anniversaire. Déjà Aurélie, directrice opérationnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire directrice des opérations. Non, rien à voir, je ne suis pas ni chirurgienne ni médecin. Donc, je gère finalement le fonctionnement global de l'établissement. Des infirmières jusqu'au fonctionnement des médecins, jusqu'à l'accueil des patients, l'hôtellerie, etc. Vous avez vous-même commencé en tant qu'infirmière il y a 20 ans. Oui. Qu'est-ce qui a le plus changé? Alors votre rôle, votre fonction évidemment, j'imagine qu'elle a évolué, mais qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans déjà et en 50 ans après? On va y revenir. Alors en 20 ans, ce qui a évolué, c'est évidemment, et ça je pense que c'est pas discutable, c'est la technologie. C'est les apports technologiques qu'on a pu avoir dans la médecine et qui nous permettent aujourd'hui d'être à la pointe d'une qualité médicale qui est reconnue. Et ça, c'est vraiment le plus grand changement. La position de l'infirmière aussi a énormément changé, s'est beaucoup développée. Voilà. Justement, comment vous analysez peut-être ce rôle et cette évolution, peut-être dans celui d'infirmière, puisque vous l'avez cité et que vous le connaissez bien? Je pense que aujourd'hui, on a besoin de plus en plus d'avoir des professionnels qui soient hautement spécialisés, qui soient proactifs aussi. Une infirmière n'est plus une exécutante, c'est une professionnelle de santé spécialisée, qui a des qualités de travail et des connaissances, en tout cas techniques, qui lui permettent d'être un réel apport dans la prise en soin des patients. Alors la clinique de Genelier, on l'a dit, célèbre cette année son 50e anniversaire. Elle fait partie des plus grandes cliniques privées de Suisse, avec près de 120 lits, 230 médecins, 340 collaborateurs. Mais c'est aussi une très jolie histoire. Je crois que parmi ses fondateurs, c'était des gens qui n'étaient pas du tout du milieu médical. Comment est née cette clinique de Genelier? Alors la clinique, elle est en effet née en 1972 de l'idée de la duchesse Di Cassano, qui a voulu au départ créer un centre de remise en forme. Et puis malheureusement, ce centre n'a pas eu le succès escompté et elle s'est tournée vers un chirurgien cardiaque hautement réputé à l'époque qui était le professeur Hahn. Et c'est comme ça que la clinique est devenue spécialisée pendant une vingtaine d'années dans la chirurgie cardiaque principalement, avant de s'étendre vers tout un tas de spécialités, notamment l'oncologie qui est aujourd'hui encore une de nos spécialités. Ça représente 40% de notre activité. Donc effectivement, les précurseurs de l'établissement n'étaient pas des médecins. Peut-être que ce qui reste, c'est aussi cet accueil aujourd'hui des patients qui remonte aussi peut-être à cette origine-là. Alors en tout cas, la notion de l'accueil patient et la place de l'hôtellerie est toujours très importante pour nous parce qu'on estime que si l'environnement est accueillant, si les collaborateurs ont une attitude accueillante envers nos patients, tout ça participe à leur bonne santé et à leur bon rétablissement. Donc c'est clair que pour nous, c'est une part importante de la prise en charge. Oui.
Ouais, et puis l'étiquette qui vous colle à la peau quelque part, malgré vous, c'est cette étiquette de clinique élitiste, souvent jugée trop chère. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une image dont vous arrivez à vous détacher ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% de notre patientèle est une patientèle suisse. Donc, on a une activité, d'une part, hospitalière, où effectivement, on accueille les patients assurés en classe privée, demi-privée, mais comme tous les établissements privés en Suisse. Mais on a aussi 50% de notre activité qui est dédiée à l'ambulatoire, donc qui est ouverte absolument à tous les patients, quelle que soit leur classe d'assurance. Et ce sont des secteurs de haute technologie, la radiothérapie, la salle de cathétérisme cardiaque, l'endoscopie, la chirurgie ambulatoire, la physiothérapie. Donc, on sort complètement de cette idée-là. Et puis, on peut citer également la période du Covid, puisque vous êtes venu également en aide à l'hôpital de Nyon, en soutien justement. Tout à fait. C'était important pour nous d'être présents et d'être un acteur présent au moment dans cette dure période qui a été celle du Covid. Et la collaboration avec l'hôpital de Nyon a été très fructueuse et surtout très bénéfique pour les patients de la région. Qu'est-ce que vous avez pu justement peut-être en tirer de cet établissement qui est, lui, public ? Je pense que la collaboration publique-privée n'est plus à démontrer. Je pense qu'elle est essentielle dans le fonctionnement. Ce sont des collaborations qui peuvent être d'ordre technique ou simplement de conseil ou simplement de formation aussi pour nos collaborateurs. Et ça, c'est l'avenir probablement, c'est sûr. Ouais, alors forcément, vous êtes passé par plusieurs étapes. Dernièrement aussi, ces travaux qui sont en cours à la clinique de Genolier, vous allez vers quoi et vers quelle direction ? On va et on reste, en tout cas, toujours tournée vers l'avenir. Et l'avenir de la clinique, c'est la collaboration prochaine avec le Genolier Innovation Hub, qui est donc ce nouveau bâtiment qui est en construction juste à l'avant de notre établissement. Un bâtiment qui va accueillir des entreprises médico-techniques qui vont pouvoir y faire de la recherche, du développement, mais aussi de la formation de spécialistes. La proximité avec la clinique était importante, notamment dans le cadre de cette formation de ces médecins ou soignants ou autres. Donc ça, c'est notre avenir, entre autres, oui. Ouais, vous nous disiez tout à l'heure que la grosse partie finalement de vos clients, je vais les appeler comme ça, c'est aujourd'hui des gens qui sont en Suisse. Mais est-ce que vous les voyez en tant que clients ? Est-ce que justement il y a une volonté d'aller chercher des patients et des clients ? Alors, je pense que surtout, ce sont les patients qui ont la volonté d'aller chercher une médecine de haute qualité. Et ça, c'est notre travail. Notre travail, c'est d'offrir à ces patients-là des médecins hautement spécialisés, de la technologie à la pointe de l'innovation et des soignants formés pour pouvoir leur permettre de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Ouais, pour avoir justement cette technique à la pointe, on voit que vous êtes souvent les premiers. Est-ce que c'est quelque part un risque parce qu'on teste des choses ? Alors, ça peut paraître disruptif à certains moments, mais c'est effectivement une volonté, pas seulement de la clinique, mais du groupe Swiss Medical Network, d'être à la pointe de la technologie et de l'innovation et de proposer des nouveautés. Et on peut voir avec l'expérience qu'on a maintenant, à la clinique, il y a, comme vous l'avez dit, 50 ans, on peut voir avec l'expérience que c'est le bon choix. Ouais, 50 ans finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un bel anniversaire. Déjà, 50 ans. Ça veut dire pour nous que la clinique, elle est définitivement implémentée dans le secteur et dans la région. On est un acteur majeur de la santé sur le bassin nyonnais. Et on a su répondre et on saura encore répondre aux besoins de la population. Aurélie Minet, vous êtes directrice opérationnelle pour la clinique de Genolier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On va repartir au cirque. D'ailleurs, je crois que la clinique va également célébrer son anniversaire sur place. Voilà, on a la chance de pouvoir bénéficier de la présence du cirque pour pouvoir y fêter notre anniversaire vendredi, effectivement. Ouais, est-ce que c'est un milieu qui vous passionne, qui vous fascine? Ça évoque quoi pour vous, le cirque? Alors, c'est un milieu qui est destiné au public. Et nous sommes destinés aussi à satisfaire les besoins de notre population locale. Donc, effectivement, sur ce point, on se rejoint vraiment, et ça, c'est sûr. Bon, merci beaucoup, Aurélie, d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Alexandre, on retourne à toi, donc, et au cirque. Oui, je suis juste devant l'entrée justement de ce cirque CNI sur la place Pertan à Nyon et j'ai rejoint Ivan CNI. Bonjour. Bonjour. Alors Ivan, vous êtes l'incarnation de la dynastie CNI, vous êtes de la 8e génération. C'est ça. Et vous êtes dresseur de chevaux aussi. Alors vous allez me faire un petit tour un peu de ce chapiteau dont les montages vont bon train. On est quasiment bon là, tout est prêt? C'est ça, là on est dans le secteur gastronomie, on est devant à l'entrée principale en fait. C'est ça. Et là, on suit le petit tapis rouge. C'est ça, petit tapis rouge que pour toi. Voilà. Non, j'ai exprès organisé ça. Exprès organisé le tapis rouge pour NRTV. Alors, tu vois, Andrea, ce chapiteau, alors ça demande combien de temps à l'avance pour monter ce chapiteau? Il y a combien de personnes qui travaillent au montage, Ivan? Ça dépend aussi le temps qu'on a. Ouais. Comme ici de Genève à Nyon, on avait plusieurs jours libres. Du coup, on a pris un peu
un peu plus de temps. Ouais. Mais normalement, on est capable aussi d'être prêt le lendemain. En fait. En une journée? En une journée, tout peut être prêt. En fait. Ah ouais, mais alors il y a combien de personnes qui travaillent à ce montage? À peu près 100 personnes. 100 personnes. Ouais. Et alors, c'est drôle parce que vous bougez de ville en ville, hein, le Cirque CNI, vous êtes en tournée jusqu'en janvier prochain. Ouais. À chaque fois, c'est quoi l'ambiance qui se crée ici? Parce que vous créez un petit village dans une ville, en fait. Absolument. C'est un petit village nomade, on peut dire, qui se crée à chaque année. C'est vraiment beau. En fait, c'est comme une grande famille, quoi, qui se crée à chaque fois. Et chacun a son rôle. Et puis vous, votre rôle, c'est quoi là-dedans? Alors, moi, moi, je suis... L'homme à tout faire. Le tout faire. Non, pas le tout faire non plus. Mais je m'occupe surtout des écuries, des chevaux, des chameaux, d'ailleurs, qui sont derrière nous. Ah, on voit les chameaux. Et voilà. Coucou les chameaux. Coucou les chameaux. Qui font partie des rares animaux qu'on peut voir encore aujourd'hui au Cirque CNI. Il y a juste les chameaux et les chevaux. C'est ça, et les poneys. Et les poneys. On n'oublie jamais nos poneys. C'était quoi? C'était d'aller dans cette modernité, de moins travailler avec les fauves, les éléphants? Ça fait partie un peu d'un changement, sûrement. Surtout le fait que les villes deviennent toujours plus grandes. Du coup, on a toujours moins de place dans chaque ville qu'on aille. Et du coup, si on ne peut pas permettre les animaux d'avoir des bons enclos, un bon confort dans chaque ville, on a décidé d'arrêter ça. Donc, il faut suffisamment de place. De suivre avec ce qu'on peut, en fait. Ouais. Du coup, avec les chevaux, c'est beaucoup plus facile aussi. On a des prés, on trouve toujours des prés. Oui. En dehors des villes, d'ailleurs aussi. Ah oui, pour les mettre. Alors là, on les voit, ils sont derrière nous. C'est lesquels vos chevaux, d'ailleurs? On peut les voir ou pas? Ouais, on peut les voir. Parce que donc, je disais, vous êtes dresseur de chevaux, c'est-à-dire que vous faites une performance aussi chaque soir sous le chapiteau qu'on verra après. Mais alors, vos chevaux, ils sont où? Vous en avez combien à vous? À moi? Ouais. Ils sont tous à moi. Ah. Ils sont tous à moi. Ça fait 32 chevaux, en fait. Ah. Mais non, en fait, ils font partie de la famille. Du coup, on n'a pas vraiment nos chevaux. Après, oui, j'ai un peu C'est les chevaux de la famille. C'est les chevaux de la famille. Et alors, vous êtes tombé dedans depuis que vous êtes petit, ça c'est sur le cirque. Mais alors, dresseur de chevaux, ça vous est venu comment? C'est venu assez naturel, en fait. Moi, je suis grandi avec les chevaux. C'est vraiment une grande partie de la tradition de la famille CNI. Oui. Et surtout de mon côté de la famille, avec Freddy CNI, et Géraldine CNI et tout le monde, ma mère. Du coup, c'est venu assez naturel. C'était genre logique pour moi de continuer cette tradition. Ouais. Parce que vous aimez les animaux. Et puis, les animaux. C'est quoi qui vous a plu dans le fait de dresser des chevaux? Ce qui m'a plu le plus, tout en fait, apprendre à communiquer, à parler avec les chevaux, c'est un truc magnifique. Il veut nous dire bonjour, lui d'ailleurs. Vous vous souvenez des prénoms de chaque? Bien sûr, c'est Aladine d'ailleurs. D'accord. Bonjour Aladine, j'ose lui faire une petite. Ouais, tu peux lui faire un petit. Coucou Aladine. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Super. Ok. Donc ça, c'est la partie écurie qui est ici. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, mais vous, parce qu'il y a plus de 100 personnes qui travaillent jour et nuit ici pour les montages et démontages de ceci. On est à peu près 200 personnes en tout. En tournée. Ah d'accord. Et mais alors, ils dorment où, tous ces gens? Ils dorment, il y a les écuries des personnes sont en fait... Non, je rigole. Il y en a, chacun a sa caravane, qui d'ailleurs ici à Nyon sont placés à la piscine de Nyon. D'accord. Du coup, donc à chaque fois, il vous faut une logistique aussi, parce que non seulement il faut trouver assez de place pour monter ce chapiteau, absolument. Et puis après, il faut assez de place pour mettre toutes les caravanes des c'est plus de très 200 personnes. Logistiquement, c'est un monstre en fait. Ouais. Et on fait comment justement quand on a votre âge? Vous avez 21 ans, c'est ça, c'est ça, Ivan, pour gérer un peu tout ça, avec vos parents bien sûr, votre famille, mais comment on fait pour que la machine fonctionne? Parce que c'est une logistique énorme. Comment on fait? Il y a énormément beaucoup de travail derrière. Ouais. Tous les jours, tout le temps. Après, il y a aussi une petite expérience qui se crée dans les années. Surtout après, quand on tourne déjà depuis 100 ans, on peut dire. 8e génération, je fais. Du coup, absolument, il y a de l'expérience derrière aussi qui aide. D'accord. Ok, bon, très bien. Alors là, on arrive. Andrea, on est où, Ivan? Dites-nous, parce que je crois qu'on est en backstage. On est backstage, on est arrivé là. Ouais. Et... on peut aller voir à l'intérieur ce qui se passe. C'est l'entrée des artistes, c'est ça? C'est ça, c'est l'entrée des artistes. Et là, il y a encore plein de caravanes. Et puis, un petit coucou aux Shetland aussi, qui sont là, qui sont mignons. Merci, Ivan, pour ce tour de l'extérieur. Et on va laisser un peu de suspense à Andrea et nos téléspectateurs pour voir le chapiteau de l'intérieur juste après, Andrea.
Ouais, j'espère que tu nous fais cette entrée en musique, Alexandre, comme un vrai artiste. À tout à l'heure. Et puisqu'on est sur la route, on y reste avec un petit passage du côté de Founé. La syndic Lucy Kuntz-Harris nous a envoyé un petit message. Vous le savez, le mois de septembre est notamment dédié à la sensibilisation au cancer infantile et de passage dans notre région, justement, le sous-marin de Titeuf. La syndic nous en parle. Bienvenue à Founé. Aujourd'hui, on accueille le sous-marin de Titeuf pour soutenir la Fondation CanSearch. Et avec Valérie Steck, elle va vous parler de la fondation en elle-même et du projet de ce sous-marin qui est le buzz sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Bonjour, je suis ravie de vous présenter le sous-marin Smile for CanSearch qui a comme but d'offrir des sourires aux enfants hospitalisés. Ensuite, il sera mis aux enchères lors de la soirée de la Fondation CanSearch qui aura lieu le 22 septembre. La Fondation réalise des travaux de recherche pour mieux soigner les enfants atteints de cancer à Genève. Alors soutenez la Fondation et suivez la page Smile for CanSearch sur les réseaux sociaux ainsi que la Fondation CanSearch. Merci de votre soutien et venez nombreux. Salutations donc à Founé et à sa syndic Lucy Kuntz-Harris. Et puisque vous avez votre agenda, restez avec lui puisque le 20 septembre, il y aura l'avant-première du film Maria rêve à la salle communale de Founé. Rendez-vous à 19h. On reste en actu, mais cette fois-ci avec la disparition de la reine d'Angleterre Elisabeth II en fin de semaine dernière qui a suscité une réelle vague d'émotions dans tout le monde. Quelle résonance ce décès a-t-il eu pour les anglophones nyonnais? On en parle avec vous, Mandy Bronzil. Bonjour, venez seulement nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes l'éditrice de Living Union. Welcome. Thank you. How we say? Welcome, my dear. Thank you very much. Merci beaucoup d'être avec nous. Mandy Bronzil, vous êtes donc l'éditrice de Living Union, un site internet qui est dédié notamment à l'actualité et écrit en anglais, je vais y arriver. Comment est-ce que vous avez appris justement ce décès de la reine et quel effet il a eu sur vous, ce décès? Oui, alors, donc, je pense qu'il y a vraiment un impact profond, en fait, qu'on a pu voir au niveau mondial, donc peu importe la nationalité. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose à remarquer. On a une sorte de pilier et d'icône, quelque part, qui disparaît du monde. Et donc, il y a des différentes réactions un peu partout, mais je crois que c'est vraiment, ça a marqué donc, de manière assez grande partout dans le monde. Alors, sur moi, personnellement, quand même de la tristesse. Je pense qu'indépendamment de ce qu'on croit ou comment on se positionne par rapport à la monarchie, c'est quand même un moment de réflexion, de tristesse, et quelque part, on ferme un chapitre de l'histoire. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a eu cette image, cette vague d'émotions où tout le monde avait l'impression que c'était une grand-mère, mais c'est aussi une monarchie, quelque part, une image qui peut être aussi très sombre. Comment on joue, justement, on vit justement avec ces deux opposés? Oui. Alors, je crois que ce qu'on voit, ça fait 70 ans qu'elle est là. Donc, c'est quelque chose qu'on partage, ce moment historique avec nos parents, nos grands-parents. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été là tout le long de plusieurs générations. Et je crois qu'il y a une sorte de séparation quand même au niveau émotionnel entre ce qu'on croit au niveau de la monarchie et puis cette personne en elle-même. Qui représente la stabilité et puis quand même une partie de constance. Donc, elle a vécu 15 différents premiers ministres en Angleterre, typiquement. Donc, on se sépare un petit peu de la politique et de ce côté-là. Et j'ai vraiment l'impression que, peu importe ce qu'on croit de la monarchie, ça fait un impact quelque sorte. Alors, pas sur tout le monde, bien sûr, mais c'est quand même assez impressionnant de voir cette partie-là. Oui, parce qu'il y a la personne, mais il y a aussi ce qu'on en a fait, justement, quelque part, même un objet de communication. Tout à fait, oui. Alors, c'est sûr qu'en Angleterre, typiquement, on a la famille royale, donc on les voit beaucoup dans la presse, et puis elle fait partie de leur vie. Donc, certains aiment plus que d'autres, mais c'est effectivement une personnage qui a été fait, et qui, malgré tout, est restée détaché et neutre malgré tout ce qui se passe et malgré tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à noter. Ouais, pour Living Union, justement, qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire et comment vous réagissez aussi peut-être à tout ce cortège jusqu'aux funérailles de la reine? Oui, alors je pense que pour notre part, donc, on ne se positionne pas du tout politiquement, donc on fait la part de ça. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment
acknowledge, donc on a accueilli les faits et puis un peu ce que ça peut faire ressortir au niveau des émotions. Typiquement, donc on a publié un article en résumant un petit peu les faits, donc qui c'était comme personne, où est-ce qu'on va vers l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire au niveau administratif. Donc il y a la monnaie qui va changer, il y a les images qui vont changer un petit peu, donc au fur et à mesure. Donc, vous avez également recueilli peut-être le sentiment de certains Lyonnais qui sont ici, des anglophones, oui, tout à fait. Alors, je crois qu'au niveau des Anglais, donc on va dire, donc vraiment le pays en elle-même, c'est quand même c'est un ressentiment assez fort. Et puis, je pense qu'il y a une distance qu'on vit quand on n'est pas dans le pays. Donc, quand on voit ce qui se passe en Angleterre, il y a une sorte de deuil national qui est très fort et tout le monde partage ça. Donc, quand on habite dans un autre pays, il y a quand même une sorte on voit ça depuis l'extérieur, mais on le ressent quand même. Donc, je pense que ça, c'est une particularité. Ouais, vous, par exemple, comment vous le regardez à la télé? Vous suivez ça chaque jour? Oui. Alors, donc, je suis pas anglaise, donc personnellement. Donc, c'est vrai qu'il faut que je prenne ça de la partie internationale en moi. Donc, pour moi-même, je le suis. Et puis, je me suis quelque part surpris moi-même à quel point ça me touchait, parce que c'est quand même quelque chose d'impactant, malgré son âge, malgré qu'on pouvait s'y attendre. Je suis les actualités, je regarde ce qui se passe. Donc, on voit qu'elle se déplace donc, en Écosse, et puis maintenant, elle est arrivée en Angleterre. Et puis, bien sûr, la suite. Le roi qui vient par la suite. Oui, tout à fait. Ouais, le roi, peut-être, justement, on peut en parler. Charles III, qui est, lui, un Gallois, ça représente aussi, finalement, un changement aussi pour tout ce Royaume-Uni. Tout à fait. Et je pense que c'est intéressant de le voir de manière un peu plus large aussi. Donc, on se retrouve dans le monde, dans une période où tout change. Donc, que ça vienne du côté climatique, que ça vienne du côté politique, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et puis, en voyant le décès d'un pilier quelque part, c'est presque comme si ça rajoute au changement à ce niveau-là aussi. Et donc, maintenant, on a un roi qui va venir avec son identité, avec sa personnalité, avec ses idées. Et puis, je pense qu'il y a aussi un certain intérêt et curiosité, quelque part, de comment ça va faire au niveau de l'évolution. Ouais, les funérailles nationales auront lieu le lundi 19 septembre. Est-ce que les Vinguignon va organiser quelque chose? Est-ce qu'il y aura peut-être un visionnage? On sait que souvent, ces cérémonies officielles ont été vues par plusieurs personnes aussi en direct. Est-ce que ça sera le cas, Annie? Oui. Alors, donc, en fait, les Vinguignon, nous-mêmes, on n'organise pas quelque chose. Par contre, on récolte volontiers les informations de ce qui s'organise. Typiquement, donc là, à l'église Jean-Jean, ils ont un service ce dimanche en anglais à 4 heures. Donc, c'est publié sur un autre site où on peut assister, où effectivement, il y aura vraiment une partie donnée, une place donnée au passage de la reine. Et puis ensuite, il y a aussi, donc, par exemple, une livre de condoléances et une table of remembrance à l'église de Crassier, typiquement aussi. Donc, on récolte les informations qu'on partage ensuite avec nos lecteurs pour qu'ils puissent savoir où aller selon ce qui leur appartient et ce qu'ils ressentent. Oui. Mandy Branzil, vous êtes éditrice pour les Vinguignon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Alexandre, on retourne donc à toi et à cette entrée d'artistes au Cirque CNI. Oui, tout à fait. Donc, on va rentrer dans ce chapiteau avec Ivan Knie. Mais juste avant, je voulais quand même vous poser cette question. C'est vrai que vous êtes né dans le cirque, vous êtes né avec cette famille Knie qui bouge donc de ville en ville pendant toute l'année. Comment vous le vivez, vous, cette vie de nomade, en fait, à votre âge? C'est exceptionnel. C'est à chaque jour de voir quelque chose de différent. Là, chaque semaine, de changer de ville, c'est incroyable. Ouais. Vous connaissez mieux la Suisse que personne, en fait, c'est ça, hein? Que personne, je sais pas, mais la plupart des personnes, peut-être. Ah oui, voilà. Bon, et alors là, du coup, Andrea, on va se diriger ici. Le Cirque CNI, c'est vrai, fait son grand retour à Nyon, Ivan, parce que ça n'avait pas eu lieu depuis 2019, ici à Nyon. Donc, c'est le grand retour avec ce spectacle, avec à nouveau Bastien Baker pour la deuxième année consécutive. D'ailleurs, il est où, Bastien Baker, là, en ce moment? Là, je crois qu'il est en train de se poser dans sa caravane. D'accord. Dans sa caravane, je vais l'appeler après. Un peu tranquille. Ah, d'accord. Et puis, à quelle nouveauté est-ce qu'on peut s'attendre pour ce spectacle? Je sais qu'il y avait des motos l'année passée. Oui, il y avait déjà Bastien Baker, il aura de nouveau des représentations chez nous. Par contre, ce sera des nouvelles, avec de nouvelles interventions, avec des nouveaux trucs qu'il va présenter, qui d'ailleurs vont être aussi avec moi sur des chevaux. Ah, debout sur des chevaux, debout sur des chevaux, oui. D'accord. Alors, c'est d'ailleurs ici que les artistes, du coup, rentrent sous ce chapiteau. On va le découvrir ici. Voilà, ce magnifique chapiteau du Cirque CNI qui attend le public. Du coup, il y a combien de places déjà, Ivan? C'est déjà les drones qui répètent, en fait. Ah, c'est les drones qui répètent? C'est ça. Ouais, j'allais me dire, qu'est-ce qui se passe au-dessus de notre tête?
il y a un spectacle de drone. Il y a une partie de drone aussi. OK, magnifique. Il y a combien de places dans ce chapiteau? 2300 à peu près. 2300 places, d'accord. Et alors, il y a les motos et il y a aussi le quad. Hein. C'est ça. On a ajouté un petit quad. Ouais, un petit quad. Un petit quad qui fait le double du poids des motos. D'accord. Que d'ailleurs, il va faire aussi un backflip. Ce sera le premier quad à faire un backflip dans un chapiteau, dans un cirque. Ouais. Et c'est assez spectaculaire. En fait. Bah, j'imagine, parce que c'est vrai que quand on vient ici, bah, ça a l'air assez serré. Hein. On se dit comment est-ce que des motos et des quads peuvent faire des figures. C'est ça. Bah, déjà, on a dû modifier pas mal. Comme vous voyez derrière nous, là, dans les gradins où les gens s'assoient. Ouais. Avant, c'était tout fermé. Bah, du coup, on a dû faire une ouverture pour prendre l'élan et tout. D'accord. L'orchestre aussi. Ah ouais. L'orchestre qui sera là, juste au-dessus. C'est ça, je suis là. Il va monter jusqu'au plafond, en haut. D'accord. Pour pas qu'on a des motos qui vont dans l'orchestre. Et juste là, Ivan, on voit au-dessus de notre tête, on voit une plateforme. C'est ça. Ça, c'est la scène. En fait, c'est une scène qui monte et descend pendant le spectacle. D'accord. Qui va avoir plusieurs effets spéciaux, comme avec de l'eau, des lumières, des trucs comme ça. Ouais. OK. J'avais complètement oublié, en fait. Bon, bah voilà, ce nouveau, à quoi vous pouvez vous attendre pour ce nouveau spectacle du Cirque CNI. Alors, c'est vrai, Ivan, il y a eu toute la période Covid. Donc là, ça y est, maintenant, le cirque peut enfin reprendre ses marques dans toutes les villes et puis avec un spectacle complet, une grosse tournée. Moi, la question que je voulais vous poser aussi, c'est qu'il y a quelques années, on a vu le cirque en Suisse qui était en difficulté. On a vu quelques cirques historiques qui ont dû tirer le rideau, quoi. Mais le Cirque CNI, lui, il est resté. Et puis, il tient toujours et il se remplit encore, ce chapiteau. Oui, c'est lié à quoi, ça? Ouais, il y a plusieurs facteurs qui nous ont permis de rester en vie, on peut dire. Déjà, amener chaque année un très, très bon spectacle, d'essayer de s'améliorer à chaque année, d'attirer nos publics à nouveau. Mais c'est aussi une marque maintenant, le Cirque CNI, en fait. Oui, bien sûr. Pour la Suisse. C'est grâce à beaucoup de travail derrière qu'on a une grande marque en Suisse, on peut dire. Ouais. Et en plus, après, on avait les temps du Covid qui, il faut le dire, ils étaient très, très durs. Et par contre, on est hyper heureux d'être sur place. D'être de retour. Vous pensez que c'est cet aspect familial et traditionnel qui parle tant aux Suisses, en fait, aujourd'hui? Comment ça? C'est ça, c'est l'aspect familial du Cirque CNI qui a fait qu'il y a une longévité aujourd'hui et qui perdure aujourd'hui? Bien sûr. C'est la passion, c'est vraiment la tradition qui nous a permis d'être encore là. Oui, et les gens savent qu'il y a une qualité qui ne part pas. Quoi. Absolument. Bon, Ivan, merci beaucoup de m'avoir fait visiter toutes ces coulisses. Ah, voilà, on voit les tests de fumée aussi derrière nous. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous allez faire là d'ailleurs maintenant? Là, je crois qu'on va manger à midi, je crois. Ouais. Déjà, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Un peu faim. Du coup, on va manger à midi. Et après? Et la journée, ça ressemble à quoi? L'après-midi, je retourne aux écuries. On va avoir un peu de répète, on va faire un peu de mouvement avec les chevaux. D'accord. Et ensuite, la soirée, boire un verre dans un bar. Voilà, et se reposer avant les 2 représentations ici à Nyon. Ah, on ne va pas gêner le tracteur. Voilà. Les 2 représentations à Nyon, je disais, les 17 et 18 septembre. Ivan, merci infiniment. Merci à vous. Et puis, bon spectacle à Nyon alors. Voilà, Andrea. Eh bien, c'est à Nyon, c'est le week-end qu'il faut venir pour le cirque. Merci beaucoup à toi et à Ivan, Alexandre. Très belle journée, à tout bientôt. On ouvre à présent une page de sport avec nos 2 invités. Soutarshan Varatarajou, coach du HBC Nyon. Je vous en prie, venez me rejoindre. Vous êtes accompagné de Maxime Terrier, joueur du HBC Nyon. Bonjour à vous 2, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. C'est donc la rentrée pour les handballeurs de Nyon, pressentis cette saison pour une montée en LNB. Les joueurs de l'Entente HBC Nyon et du TCGG ont raté le coche lors de leur premier match. Une défaite d'entrée de jeu, Est-ce que ça plombe pas trop le moral? Non, en fait, on voulait déjà déplacer ce match parce qu'on avait pas mal d'absence de joueurs cadres, mais malheureusement, voilà. Les 2 équipes avaient un calendrier très très chargé et puis on n'a pas réussi à trouver une solution. Mais malgré ça, on est allé se battre, mais on n'a pas réussi à obtenir les 2 points. Mais ça plombe pas plus que ça, non, ça va. Ouais, bon, je vous sens confiant, ça c'est une bonne chose. Maxime, qu'est-ce qui manquait justement lors de ce premier match? Alors malheureusement, j'étais absent lors du déplacement à Thun, mais de ce que j'ai pu entendre de Sout et des différents joueurs, un petit peu de
de manque de rotation, je pense, vu l'effectif un petit peu léger avec lequel on s'est déplacé à Thun. Thun nous a tendu un bon piège et on est rentré dedans. On a été un petit peu en manque de réussite offensive, notamment en fin de match. À partir du moment donné, ils ont changé de gardien. Et je pense que c'est ça qui nous a coûté la victoire, ou en tout cas un meilleur résultat à Thun. Oui, en tant que joueur, justement, sur quels aspects aujourd'hui vous comptez travailler ? Alors je pense qu'on a un projet de jeu qui est maintenant clair. On a une intersaison qui a été bien plus calme que l'année dernière avec Sout qui est là maintenant depuis une année. Il y a eu quelques intégrations de joueurs, mais ça s'est fait sur quelques postes bien ciblés. Et donc je pense que le projet de jeu, autant offensif que défensif, est vraiment clair. Et on a juste besoin d'intégrer ces nouveaux joueurs dans l'effectif pour arriver à nos objectifs qui sont la montée cette année. Ouais, alors c'est quand même une équipe qui avait été renforcée par rapport à l'an dernier. Sout, dans quel but justement ? Bon, l'an dernier, on a pu faire le bilan justement de ce qui nous manquait pour passer à l'étape supérieure. On l'a raté de 2 points, donc c'était pas énorme. Et en fonction de ça, voilà, nous avons vraiment ciblé sur 2-3 postes pour se renforcer, pour avoir des joueurs de meilleure qualité, enfin, avec une plus grande expérience, avec un plus grand handball. Ouais, qu'est-ce qui explique que ce soit difficile aujourd'hui à recruter des joueurs ? Le manque, il vient d'où ? Bon, parce que nous sommes une structure amateur déjà, donc le recrutement c'est compliqué. Souvent, on regarde en France où les joueurs ils sont déjà semi-professionnels en 3e voire 4e division. Donc nous, on essaie de concilier en fait leur vie professionnelle dans la région avec le handball. Oui, en tant que club amateur, justement, est-ce que c'est facile de se payer des joueurs qui sont déjà semi-professionnels ? Non, c'est pas facile. C'est vraiment un combat. Donc, on essaie de cibler sur des joueurs qui ont une profession, enfin une formation reconnue dans la région, qui est facile pour nous de les intégrer dans le marché du travail, et avec un salaire suisse. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment attrayant pour eux, d'avoir un emploi en Suisse, d'avoir un cadre de vie en Suisse, et de pouvoir continuer à jouer au handball à un niveau qui est assez convenable. Ouais, le fait de jouer peut-être un handball étranger, qu'est-ce que ça apporte en tant que joueur ? Est-ce que justement on se cale sur ce qui se fait à l'extérieur, ou est-ce qu'il y a une réelle patte suisse qui est apportée ? Comment vous le vivez en tant que joueur ? Moi, je pense que c'est toujours positif d'avoir des influences un petit peu étrangères. Là, on avait la chance d'avoir un international géorgien avec nous pendant 2 mois depuis le début de la préparation, qui nous a apporté des choses différentes. On a des joueurs qu'on joue en France, un Argentin qui était là pendant quelques semaines aussi. Je trouve que c'est des influences qui sont toujours positives et chacun amène sa petite patte. Après, forcément, en Suisse, souvent, on se retrouve contre des défenses qui sont plutôt aplaties, 6-0, qu'on ne connaît pas forcément dans d'autres championnats. Mais voilà, il y a des spécificités toujours à apprendre aussi, parfois au niveau de l'arbitrage un petit peu en tant que roman. Mais je pense que c'est toujours positif d'avoir ces influences un petit peu différentes pour trouver le bon équilibre dans l'effectif. Et est-ce qu'il y a une spécificité lyonnaise ? Bonne question. Écoutez, je ne la connais pas en tout cas, s'il y a une spécificité lyonnaise, donc non. Ouais, Sout, qu'est-ce qui qualifie justement cette équipe, le regard du coach ? Bon, je dirais qu'on essaie de proposer un handball qui est assez intéressant, en tout cas pour le spectateur, donc quelque chose attrayant avec des défenses agressives, on va dire joueuses, qui posent des pièges, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de marque de fabrique, mais on y travaille. Ouais. Bon, on espère bien. Et puis, on verra peut-être ça en action aussi avec quelques images qu'on pourra commenter notamment avec vous. Alors, Nyon avait créé la surprise l'an dernier. Vous aviez justement cité ça avec cette nouvelle équipe. Maintenant, on parle de cette potentielle montée en LNB. Est-ce que ça met la pression, Maxime ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être ambitieux pour réussir à monter à l'échelon supérieur. Le club, depuis plusieurs années, se structure de manière très positive. Aujourd'hui, on a un effectif qui est meilleur que l'année dernière. On a fini 4e. Forcément, on a une première poule qui est très difficile puisque les 2 équipes qui sont descendues de Ligue nationale B se retrouvent dans notre poule plutôt romande. Donc, on sait que le premier tour va être particulièrement compliqué. Et cette première défaite est un accroc qui, je l'espère, ne se répétera pas. Ouais. Et donc voilà, maintenant, je pense que c'est important d'être ambitieux pour aller jusqu'à notre objectif qui est vraiment cette montée à la fin de l'année. Ouais, Sout, en tant que coach, vous leur dites quoi justement à ces joueurs aujourd'hui pour les motiver aussi ? Bon, les joueurs sont conscients que cette première défaite, elle n'est pas à l'image de l'équipe, ni à l'image du travail qu'on effectue, mais voilà, c'est à cause des absences. Alors oui, le premier tour va être très très compliqué. C'est aussi un rappel à l'ordre pour nous montrer qu'on ne peut pas se permettre en fait, de jouer en demi-teinte ou d'être peu investi, même contre des équipes qui peut-être ne prétendent pas au titre. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit être investi tout le long. Sout-Arshan Varataraj, vous êtes le coach du HBC Nyon. Maxime Terrier, vous êtes le joueur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salutations à toute l'équipe et à très bientôt. On est derrière vous. Merci à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme, bon week-end et à lundi. Au revoir.